Les 3 camps de concentration d'Auschwitz ont été opérationnels pendant moins de 5 ans. Une si courte période a suffi pour qu'1 100 000 hommes, femmes et enfants perdent la vie de la manière la plus atroce imaginable. Ceux qui ont été fusillés pouvaient se considérer comme chanceux. Pour les autres, chaque jour était un enfer. Ils devaient endurer d'horribles expériences scientifiques, des castrations chimiques et physiques, des tortures de toutes sortes, des conditions de vie inhumaines, des baraquements surpeuplés et infestés de rats, et bien sûr, assister à la mort de ceux qu'ils aimaient le plus. Il y avait près de 1000 camps de concentration répartis sur le territoire contrôlé par le Troisième Reich, mais aucun comme Auschwitz. Voici l'histoire du plus infâme et mortel des camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue à The Marshall Memoirs. Cœur des ténèbres. Qu'était Auschwitz? Lorsque les troupes de l'armée rouge soviétique ont franchi les portes de fer d'Auschwitz, près de l'actuelle Cracovie en Pologne, elles ont été stupéfaites par CE qu'elles ont trouvés. Entassés dans des baraquements en briques rouges infestés de rats, des milliers de corps qui pouvaient à peine être appelés personnes languissaient. Ils étaient revêtus de haillons, mal nourris, froids, malades, et beaucoup portaient des marques horribles de torture sur leur corps. La plupart étaient trop faibles pour marcher ou parler et ne pouvaient pas expliquer exactement ce qu'ils faisaient là. C'était un spectacle épouvantable. Mais la véritable nature des horribles atrocités qui se sont produites à l'intérieur des camps d'Auschwitz ne serait pleinement comprise que bien plus tard. Et peut-être que certaines ne seront jamais connues. Qu'était exactement Auschwitz? Ancien camp de travailleurs transitoires pendant la Première Guerre mondiale et plus tard, une caserne de l'armée polonaise, Auschwitz-Prüm était le camp principal et le siège administratif d'un complexe de camps situé dans le sud de la Pologne. Situé à 50 km ou 30 miles au sud-ouest de Cracovie, le site a été proposé pour la première fois en février 1940 comme camp de quarantaine pour les prisonniers polonais. D'environ 1000 mètres de long et 400 mètres de large, le complexe se composait à l'origine de 22 bâtiments en briques, dont 8 à 2 étages. Un deuxième étage a été ajouté aux autres en 1943, lorsque 8 nouveaux blocs ont été construits. Auschwitz a commencé à recevoir des prisonniers au début de 1941. En mars 1941, 10 900 personnes étaient emprisonnées dans le camp, la plupart étant des ressortissants polonais. Ce nombre augmenterait considérablement à mesure que la Seconde Guerre mondiale progressait. Sur 1 300 000 personnes envoyées à Auschwitz, 1 100 000 ont été assassinées. Le nombre de victimes comprend 960 000 juifs, dont 865 000 gazés à leur arrivée, 74 000 polonais non-juifs, 21 000 tziganes, 15 000 prisonniers de guerre soviétiques et jusqu'à 15 000 autres. Ceux-ci pouvaient être des militants communistes, des partisans, des homosexuels, des handicapés, des malades mentaux, des criminels de droit commun et des personnes que les nazis n'aimaient pas pour une raison ou une autre. Ceux qui n'étaient pas gazés étaient assassinés par la faim, l'épuisement, la maladie, des exécutions individuelles ou des passages à tabac. D'autres ont été tués lors d'expériences médicales. À la fin de 1941, lorsque la solution finale avait été lancée sur ordre d'Adolf Hitler et que les commandants de camp avaient besoin d'exterminer davantage de juifs plus rapidement, un tout nouveau camp fut construit à 3 km de l'existant, sur une parcelle de terrain marécageux que les Polonais appelaient Brzezinka et que les Allemands appelaient Birkenau. Mais même si Auschwitz-Birkenau devait finalement devenir le site du plus grand massacre de Juifs de l'histoire, ce n'était pas la raison originale de sa construction. Au contraire, Birkenau était destiné à être un camp pour les prisonniers de guerre. C'était l'époque de l'opération Barbarossa, la tentative infructueuse d'Hitler d'envahir son ancien allié, l'Union soviétique. La tâche de concevoir et de construire le nouveau camp fut confiée au capitaine SS Karl Bischoff, récemment nommé chef du bureau de construction d'Auschwitz, et à un architecte, le caporal SS Fritz Hertl. Cependant, dès le départ, il est évident que les hébergements qu'ils ont prévus étaient incapables de soutenir la vie humaine sous quelque forme que ce soit. Leur plan initial était qu'un bloc de baraquement contienne 550 prisonniers, alors qu'à Dachau, par exemple, un tel bloc ne pouvait en soutenir que 200.
Cela signifiait que les prisonniers d'Auschwitz-Birkenau seraient entassés comme du bois de chauffage dans CS baraquements et ainsi exposés à des conditions inhumaines. Les officiers SS qui supervisaient la construction du deuxième camp ont forcé les détenus eux-mêmes à construire Birkenau. Sur les 10 000 prisonniers soviétiques qui ont commencé à construire Birkenau cet automne-là, seules quelques centaines étaient encore en vie le printemps suivant. Ils travaillaient jour et nuit sans arrêt, sous la stricte surveillance du personnel SS. Les marécages autour d'Auschwitz étaient un endroit insalubre pour travailler, et les maladies se propageaient parmi les détenus. Après avoir terminé ce nouveau camp, qui deviendrait le principal centre d'extermination des Juifs dans le Troisième Reich, Heinrich Himmler était tellement satisfait qu'il autorisa la construction d'un autre camp à proximité. Ce troisième camp était destiné aux esclaves travaillant dans l'usine I.J. Farben qui était installée sur le même site. Sears Constructions ont fait d'Auschwitz-Birkenau un complexe de bâtiments impressionnants et mortels qui était une partie cruciale de la machine à tuer du Troisième Reich. Bien que les ordres venaient directement d'Heinrich Himmler, le chef de la SS, le fonctionnement quotidien et la plupart des innovations qui ont rendu Auschwitz différent des autres camps de la mort provenaient de l'esprit d'un seul homme monstrueux. Rudolf Höss, l'architecte d'un génocide. Le 30 avril 1940, le capitaine SS Rudolf Höss réalisa l'une de ses plus grandes ambitions. À l'âge de 39 ans, et après 6 ans de service dans la SS, il avait été nommé commandant de l'un des premiers camps de concentration nazis dans les territoires nouvellement conquis de l'Est. Ce jour de printemps, il arriva pour prendre ses nouvelles fonctions dans une petite ville qui, jusqu'à 8 mois plus tôt, faisait partie du sud-ouest de la Pologne et qui faisait maintenant partie de la Haute-Silésie allemande. Le nom de la ville en polonais était Oświęcim, mais les Allemands l'ont renommé Auschwitz. Il y avait juste un problème. Bien que Höss ait été promu commandant, le camp qu'il devait commander n'existait pas encore. Il devait superviser sa construction à partir d'un ensemble de baraquements de l'armée polonaise délabrés et infestés de vermine, regroupés autour d'une cour de dressage de chevaux à la périphérie de la ville. Et la région environnante avait un aspect encore plus déprimant. Ce terrain était plat et terne, et le climat humide et malsain. Personne ne pouvait prévoir à ce moment-là que dans moins de 5 ans, ce camp deviendrait le site du plus grand massacre de l'histoire de l'humanité. Mais Rudolf Höss était déterminé à le faire fonctionner. En tant qu'officier SS, il n'était pas autorisé à remettre en question ses ordres, juste à les suivre du mieux qu'il pouvait. Rudolf Höss ne ressemblait pas au monstre qu'il était. Selon l'avocat américain Whitney Harris, qu'il a interrogé pendant les procès de Nuremberg, il ressemblait à une personne normale, un peu comme un épicier. Cela a également été confirmé par plusieurs détenus d'Auschwitz, qui l'ont décrit comme calme et maîtrisé, le genre de personne que l'on croise tous les jours dans la rue. Cela le rend encore plus terrifiant en tant que personnage. Il est né dans la forêt noire en 1900 de parents catholiques. Dans ses premières années, il fut influencé par son père. Il était très strict et insistait toujours sur l'obéissance. Cela fut utile à Höss pendant son service pendant la Première Guerre mondiale, où il fut l'un des plus jeunes sous-officiers de l'armée allemande. Lorsque la guerre fut perdue, il se sentit trahi par le gouvernement et l'armée allemande et se tourna vers des options plus radicales. Il servit dans les corps paramilitaires Freikorps au début des années 1920 dans une tentative de contrer la menace communiste perçue aux frontières de l'Allemagne. Son implication dans des actions violentes d'extrême droite le mena en prison. En 1923, il assassina Walter Kaddow, son ancien professeur, parce que Kaddow avait dénoncé un camarade membre des Freikorps. Höss fut condamné à 10 ans de prison mais fut libéré prématurément en 1928. Pour cela aussi, il blâma une conspiration juive internationale. Après sa libération de prison en 1928, Höss poursuivit une autre des croyances nationalistes d'extrême droite, l'agriculture. Höss rejoignit une communauté agricole, rencontra celle qui devint sa femme et s'installa pour devenir fermier. Puis vint le moment qui changea sa vie. En juin 1934, Heinrich Himmler, le chef de la police de Hitler, invita Höss à abandonner l'agriculture et à devenir membre à plein temps de la SS, la force d'élite initialement formée comme garde du corps personnel de Hitler, et parmi d'autres fonctions, qui gérait désormais les camps de concentration. Höss avait rejoint le parti nazi en 1922 et connaissait Himmler depuis un certain temps.
Il accepta l'invitation de Himmler et en novembre 1934 arriva à Dachau en Bavière pour commencer son service en tant que gardien de camp de concentration. Dans les premières années du Troisième Reich, les camps de concentration étaient destinés à la détention temporaire et à la punition, mais n'étaient pas encore conçus comme des camps de la mort. Dachau avait été inauguré peu après l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933, et les premiers prisonniers qui entrèrent dans le camp en mars 1933 étaient principalement des opposants politiques aux nazis. À l'époque, l'existence des camps de concentration était normale et en fait, les nazis avaient copié le modèle inventé par les Britanniques en Afrique du Sud pendant les guerres des Boers. Encore une fois, personne ne pouvait anticiper l'étendue de la cruauté et de la barbarie qui se déploierait dans ces mêmes camps. Heuss, le commandant le plus cruel de Dachau et Auschwitz. Les 3 ans que Heuss passa à Dachau jouèrent un rôle déterminant dans la formation du caractère et de la carrière de Heuss. Le régime à Dachau était non seulement brutal, mais il était également spécifiquement conçu pour briser la volonté des détenus. Là, il canalisa la violence et la haine que les nazis ressentaient envers leurs ennemis dans des systèmes et de l'ordre. Dachau est tristement célèbre pour le sadisme physique qui y était pratiqué. Les flagellations et autres passages à tabac étaient monnaie courante. Les prisonniers pouvaient être assassinés de sang-froid par les gardiens ou d'autres détenus, et leur mort était toujours enregistrée comme tués en tentant de s'évader. Mais encore, seule une minorité de ceux envoyés à Dachau y mouraient. Le véritable pouvoir du régime à Dachau n'avait pas à voir avec les abus physiques, mais avec la torture mentale. La première innovation à Dachau était que, contrairement à une prison normale, le détenu n'avait aucune idée de la durée probable de sa peine. Cette incertitude avait de profondes conséquences psychologiques et était un facteur important dans l'épuisement des prisonniers. Rien que pour cela, leur vie au camp était un tourment. À cette incertitude s'ajoutait la manière dont les gardiens pouvaient jouer avec l'esprit des prisonniers. L'un des meilleurs exemples de la manière dont les gardiens jouaient à des jeux psychologiques avec les prisonniers plutôt que de les punir physiquement était une démonstration qu'ils faisaient habituellement aux détenus. Les gardiens se présentaient au bloc de prison avec une longue corde, mais ils ne l'utilisaient pas pour blesser les prisonniers. Au lieu de cela, ils faisaient une démonstration de la meilleure façon de nouer un nœud coulant afin qu'ils puissent se pendre. Puis, ils laissaient simplement la corde là où se trouvaient les prisonniers et partaient. Les détenus devaient garder leur baraquement et leurs vêtements absolument méticuleux. Les inspections régulières par les gardes SS signifiaient qu'ils pouvaient punir les détenus pour la moindre infraction, ou même pour des infractions imaginaires. Tout le monde dans un bloc pouvait être enfermé et ordonné de rester silencieux et immobile dans leur couchette pendant des jours. Une autre innovation introduite à Dachau, mais qui s'est rapidement répandue dans tout le réseau de camps de concentration, était le système des capots. Le système des capots jouerait également un rôle important dans la gestion d'Auschwitz. Les autorités du camp désignaient un prisonnier comme capot dans chaque bloc ou commando de travail, et ceux détenus avaient un pouvoir énorme sur 16 compagnons de captivité. Le travail principal du capot était de veiller à ce que le travail soit effectué. Pour ce faire, il devait pousser ses hommes. Dès que les gardiens SS n'étaient plus satisfaits de lui, il cessait d'être capot et retournait parmi les autres détenus. Habituellement, quand cela arrivait, les autres prisonniers le battaient à mort dès sa première nuit de retour. Ainsi, à Dachau, Heuss apprit la philosophie essentielle de la SS et comment traiter les détenus des camps de concentration. Heuss était un membre modèle de la SS et gravit rapidement les échelons à Dachau jusqu'à CE qu'en avril 1936, il devienne assistant en chef du commandant du camp. Puis en septembre 1936, il fut promu lieutenant et transféré au camp de concentration de Sachsenhausen, où il resta jusqu'à son élévation au rang de commandant du nouveau camp de concentration d'Auschwitz. Il arriva à sa nouvelle destination au printemps 1940, profondément honoré par la responsabilité que Himmler lui-même lui avait confiée. Il se sentait maintenant prêt à relever son plus grand défi, qui était de créer un camp de concentration modèle au sein du nouvel empire nazi. L'armée allemande avait envahi la Pologne en 1939, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Peu avant cela, en août, Hitler et Staline avaient signé un pacte de non-agression. Donc après le déclenchement de la guerre, la Pologne fut divisée entre l'Allemagne et l'Union soviétique. En raison de cette partition,
plus de 2 millions de Juifs polonais se sont retrouvés dans la zone occupée par les nazis. Leur sort était lié à ceux que la SS et Rudolf Höss décidaient. Premier jour d'Auschwitz, les horreurs du bloc 11. Jusqu'à la dernière année d'opération, Auschwitz n'avait jamais été conçu comme un camp pour tuer les Juifs. Il changeait constamment, souvent en réponse à ce qui se passait sur le front de bataille. Les premiers prisonniers à arriver à Auschwitz le 14 juin 1940 n'étaient pas des Polonais, mais des Allemands. Il s'agissait d'un groupe de 30 criminels transférés du camp de concentration de Sachsenhausen. Comme ils étaient des Allemands ethniques, ils avaient un certain statut sur le reste des prisonniers et ils allaient devenir les premiers capos. En tant que tels, ils agissaient comme des agents de contrôle entre la SS et les prisonniers polonais. La tâche immédiate pour les criminels nouvellement arrivés était simple. Ils devaient construire le camp eux-mêmes. C'était un travail très difficile, particulièrement parce qu'il manquait d'outils spécialisés pour le faire. Il y avait peu de brouettes, alors ils devaient souvent transporter les pierres eux-mêmes. S'ils ne le faisaient pas assez rapidement, ils étaient battus. Il manquait même des matériaux nécessaires, mais cela n'empêchait pas la SS de les pousser. Ils ont recours à une solution typiquement nazie, le volume. Les prisonniers recevaient des masses et commençaient à démolir les maisons voisines qui appartenaient à des familles polonaises. Ils prenaient des matériaux de construction tels que des briques, des planches et toutes sortes d'autres bois. Du point de vue nazi, Auschwitz était encore quelque peu à l'écart dans le maelstrom de la réorganisation brutale de la Pologne. Mais à l'automne 1940, tout changea. En septembre, Oswald Pohl, chef de l'administration principale et du bureau économique de la SS, inspecta le camp et ordonna à Höss d'augmenter sa capacité. Il lui expliqua que la SS allait se lancer dans les affaires. Mais ce n'était pas une entreprise habituelle. Himmler ne voulait pas former une entreprise capitaliste, mais plutôt une série de compagnies qui fonctionneraient selon les idées philosophiques nazies au service de l'État. Les camps de concentration fourniraient les matières premières pour la nouvelle Allemagne, comme les quantités vastes de granit nécessaires pour la nouvelle chancellerie du Reich de Hitler à Berlin. Dans la poursuite de cet objectif, après l'annexion de l'Autriche en 1938, la SS ouvrit un nouveau camp de concentration à Mauthausen, spécifiquement pour être près d'une carrière de granit. Parmi les bâtiments créés dans les premiers mois du camp, il y en avait un que les détenus regrettaient particulièrement d'avoir construit. Il était connu sous le nom de bloc 11, et la mention de ce numéro suffisait à glacer le sang de toute personne internée à Auschwitz. De l'extérieur, le bloc 11 ressemblait à n'importe lequel des autres bâtiments en briques rouges du camp, mais il servait à une fonction unique et sombre. Le bloc 11 était une prison dans la prison, un lieu de torture et de meurtre qui terrifiait tous les prisonniers qui passaient devant. À l'intérieur du bloc 11, les prisonniers étaient pendus aux poutres du toit, les mains dans le dos, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus sentir leur corps. Une méthode de torture favorite, particulièrement en hiver, consistait à maintenir la tête du prisonnier sur le poêle chauffant pour extraire des aveux. Les prisonniers revenaient ensuite à leur baraquement avec des cloques et des brûlures sur tout le visage, et certains perdèrent la vue à jamais après un seul après-midi dans le bloc 11. Au premier jour, le bloc 11 était l'empire du sous-lieutenant SS Max Grabner, l'un des plus notoires membres du personnel du camp. Avant de rejoindre la SS, Grabner avait été berger, mais maintenant, il avait le pouvoir de vie et de mort sur les prisonniers de son bloc. Chaque semaine, il nettoyait le bunker, ce qui signifiait qu'il décidait du sort de chacun des prisonniers du bloc 11. Certains restaient dans leurs cellules, mais pour d'autres, il écrivait un numéro sur leur rapport pénal. Un signifiait une flagellation ou une autre torture. 2 signifiait une exécution immédiate. Ceux condamnés à mort étaient d'abord emmenés aux salles de bain au rez-de-chaussée du bloc 11 et ordonnés de se déshabiller. Une fois nus, ils étaient conduits par une porte latérale dans une cour isolée. La cour entre le bloc 11 et le bloc 10 était murée du reste du camp, de sorte que personne ne pouvait voir ce qui s'y passait. Dans cette cour, les prisonniers étaient assassinés. Ils étaient emmenés au mur de briques le plus éloigné de l'entrée du bloc et un pistolet de petit calibre était tenu près de leur tête par un bourreau SS qui appuyait ensuite sur la gâchette. Quelle était la vie à Auschwitz ? À l'origine, Auschwitz avait été conçu comme un camp de concentration de rétention, ou comme les nazis les appelaient, un camp de quarantaine.
Son but était de garder les prisonniers avant qu'ils ne soient envoyés dans d'autres camps de concentration du Reich. Mais, en quelques jours, il devint clair que le camp fonctionnerait comme un lieu d'emprisonnement permanent. Le camp d'Auschwitz devait emprisonner et terroriser les Polonais à une époque où tout le pays était en train d'être réorganisé ethniquement. Ainsi, même dans sa première incarnation en tant que camp de concentration, Auschwitz avait un taux de mortalité proportionnellement plus élevé que n'importe quel camp normal du Reich. Sur les 20 000 Polonais initialement envoyés au camp, plus de la moitié étaient morts au début de 1942. Grâce à cela, Auschwitz gagna rapidement la réputation d'être un endroit brutal. Tout prisonnier du Troisième Reich serait terrifié à l'idée d'être envoyé à Auschwitz. Les prisonniers qui arrivaient au camp étaient soit envoyés directement aux chambres à gaz, soit à un centre de réception près de la porte d'entrée. Là, ils étaient tatoués, rasés, désinfectés et recevaient un uniforme de prisonnier rayé. En plus de l'uniforme, les détenus recevaient un triangle coloré qu'ils devaient coudre à l'uniforme. Les criminels recevaient des triangles violets ou verts selon la gravité de leurs infractions. Le triangle de tissu était rouge pour les prisonniers politiques, marron pour les tziganes, rose pour les homosexuels et noir pour les témoins de Jéhovah et pour les soi-disant asociaux. Les Juifs étaient identifiés par une étoile jaune de David. Les premiers détenus à se faire tatouer leur numéro de prison étaient des prisonniers de guerre soviétiques. Auschwitz était le seul camp de concentration où les prisonniers étaient tatoués. Au début, les tatouages n'étaient pas placés sur le bras du prisonnier, mais poinçonnés sur la poitrine avec de longues aiguilles. La plaie résultante était ensuite remplie d'encre. De cette façon, l'identification était plus facile et plus rapide, surtout lorsque les détenus étaient trouvés morts autour du camp. Une fois que chaque prisonnier était identifié et portait l'uniforme correct, ils étaient envoyés à leur baraquement, où ils devaient choisir un lit. S'ils trouvaient un lit libre, c'était seulement parce que leurs occupants étaient maintenant morts. La plupart du temps, cependant, il n'y avait pas de lit disponible, alors ils devaient dormir sur une paillasse de paille sur le sol en pierre froide. Chaque nuit, ils devaient se tenir dans la cour pour l'appel. C'était souvent le moment où le sort ultime de certains d'entre eux était décidé. Dans la lutte pour la survie au sein du camp, deux groupes de personnes étaient particulièrement maltraités dès leur arrivée, les prêtres et les juifs. Eux, ainsi que les prêtres catholiques polonais, étaient plus susceptibles que les autres détenus de tomber entre les mains du commando pénal dirigé par l'un des capots les plus notoires, Ernst Krankemann. Krankemann arriva au camp dans le deuxième groupe de criminels allemands, transférés de Sachsenhausen, le 29 août 1940. Beaucoup dans la SS ne l'aimaient pas, mais il avait deux puissants soutiens SS en Karl Fritsch, le adjoint de Heuss, et Gerhard Palitsch, l'assistant en chef du commandant. Palitsch fut emprisonné en 1944 pour avoir volé certains des objets personnels des détenus et pour avoir agressé sexuellement une prisonnière juive, ce qui était codifié comme souillure raciale et était une infraction très grave dans le Troisième Reich. Krankemann, le capot, était énormément gros. Il s'asseyait habituellement sur le harnais d'un rouleau compresseur géant utilisé pour aplatir la place d'appel au centre du camp. Parce que c'était un rouleau très lourd et parce que la plupart des détenus étaient mal nourris, environ 20 personnes étaient nécessaires pour le tirer. Krankemann avait un fouet et les frappait pour qu'ils tirent le rouleau plus vite. Un soir, un des détenus s'effondra à genoux et ne pouvait plus se lever pour continuer à tirer le rouleau. Krankemann ordonna alors au reste du commando pénal de tirer le rouleau géant sur leurs camarades prostrés. La SS encourageait activement ce genre de brutalité, et il donnait des récompenses à Krankemann et à d'autres capos sous forme d'une portion supplémentaire de soupe, de pain ou de cigarettes. Death Inc., I.J. Farben. Alors que les officiers SS et les capos puissants faisaient les sales besognes, les hommes d'affaires en costume-cravate étaient tout aussi responsables des brutalités commises dans les camps. En mai 1941, le docteur Otto Ambros, du conglomérat industriel géant connu sous le nom d'I.J. Farben, cherchait un site approprié pour une usine de caoutchouc synthétique à l'Est. Il ne cherchait un tel emplacement que parce que la guerre avait pris une tournure différente de celle anticipée par les dirigeants nazis. Un an auparavant, Himmler avait des plans pour transporter tous les Juifs en Afrique dès que la guerre serait terminée. Les nazis pensaient qu'ils gagneraient en quelques mois. À cette époque,
I.G. Farben imaginait qu'il était inutile de poursuivre le processus difficile et coûteux de production de caoutchouc et de carburant synthétique. Une fois la guerre terminée, au plus tard à l'automne 1940, de nombreuses matières premières seraient disponibles en dehors du Reich, y compris les nouvelles colonies de l'Allemagne saisies à ses ennemis. Mais en novembre 1940, la guerre était loin d'être terminée. Churchill avait refusé de faire la paix et la Royal Air Force avait repoussé les attaques aériennes allemandes pendant la bataille d'Angleterre. Une fois de plus, les planificateurs allemands devaient réagir à l'inattendu. Les nazis étaient toujours animés par un sens d'ambition et d'optimisme énorme, ceux qui menaient à des problèmes en raison de leur manque de planification et de prévoyance, ou parce que leurs ennemis étaient plus forts que leur propre estime exagérée d'eux-mêmes, ne le reconnaissaient jamais. Chez I.G. Farben, les plans d'expansion qui avaient été mis de côté en raison de la fin imminente prévue de la guerre furent rapidement dépoussiérés et mis en œuvre. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une entreprise nationalisée, I.G. Farben était néanmoins très favorable aux besoins et aux désirs des dirigeants nazis. Le plan quadriennal des nazis avait appelé à la construction d'une usine de caoutchouc synthétique appelée Buna à l'Est. Après de nombreuses discussions, I.G. Farben accepta d'en construire une en Silésie, la région où se trouvait Auschwitz. Le caoutchouc synthétique était produit en prenant du charbon et en le soumettant à un processus appelé hydrogénation, qui impliquait de faire passer de l'hydrogène gazeux sur le charbon à haute température. Sans chaud, eau et surtout charbon, aucune usine de Buna ne pouvait fonctionner. Une condition préalable nécessaire à tout site était donc l'accès direct à ces matières premières essentielles. De plus, I.G. Farben insistait sur la nécessité d'une infrastructure de transport et de logement développée dans la zone entourant toute usine proposée. Après avoir étudié des cartes et des plans, Otto Ambros pensa avoir trouvé un site approprié pour la nouvelle usine de Buna d'I.G. Farben, à environ 5 km à l'est du camp d'Auschwitz. Mais la proximité du camp de concentration n'était pas un facteur majeur dans la décision initiale d'implanter l'usine de Buna dans la région d'Auschwitz. Cela était dû au fait qu'I.G. Farben était plus intéressé par l'utilisation des Allemands ethniques entrant comme travailleurs, plutôt que de ne compter uniquement sur le travail des esclaves. Mais encore une fois, la plupart des travailleurs allemands aptes étaient envoyés sur les champs de bataille et peu restaient disponibles pour travailler dans les usines. C'est à ce moment-là qu'Otto Ambros tourna son attention vers la main-d'œuvre gratuite disponible à Auschwitz. Cet intérêt d'I.G. Farben transforma Auschwitz d'un camp mineur au sein du système SS en l'un de ses composants les plus importants. Après avoir visité Auschwitz en 1941, Himmler annonça gaiement que le camp ne contiendrait plus 10 000 détenus mais serait agrandi pour en accueillir 30 000. Lorsque Heuss protesta en raison du manque de matériaux, Himmler négocia qu'I.G. Farben aide à construire des baraquements et à fournir des matériaux, et Auschwitz pourrait fournir des travailleurs. Mais I.G. Farben fit beaucoup plus que fournir des matériaux et aider à construire des baraquements. Comme nous le verrons ensuite, ils étaient également les producteurs du Zyklon B, un gaz mortel utilisé pour faire disparaître des contingents entiers de prisonniers en quelques minutes. Entre 1942 et 1945, le Zyklon B fut responsable de la mort de plus d'1 million de personnes en Europe, non seulement à Auschwitz, mais aussi dans d'autres camps tels que Majdanek. Pour cette raison, en 1947, le gouvernement américain emprisonna 9 des directeurs d'I.G. Farben, dont Otto Ambros pour crime de guerre. La solution finale à Auschwitz. Bien que la décision ultime vienne directement de lui, Hitler fut suffisamment prudent pour ne pas laisser de traces écrites le reliant à l'extermination des Juifs. La plupart de ses ordres étaient donnés personnellement à ses acolytes les plus importants. En décembre 1941, lors d'une rencontre à huis clos avec Heinrich Himmler, il donna l'ordre d'exterminer tous les Juifs par tous les moyens nécessaires. De cette manière, Hitler utilisa Himmler comme tampon entre lui et la mise en œuvre de la solution finale. Hitler connaissait l'ampleur du crime que les nazis envisageaient, et il ne voulait aucun document le liant à cela. La soi-disant solution finale n'était qu'un plan pour le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité, mais ce n'était pas la première solution proposée. Peu de temps auparavant, en 1940, Heinrich Himmler lui-même avait écrit un article affirmant que massacrer un peuple en masse était fondamentalement non allemand.
Au lieu de cela, il voulait que les Juifs soient déportés dans un endroit aussi éloigné que possible du Troisième Reich. En 1940, il fut proposé que l'île africaine de Madagascar puisse être un tel endroit. Alors pourquoi ont-ils mis en œuvre cette extermination de masse? Tout était lié au résultat de l'effort de guerre. Le contre-coup de la guerre contre l'Union soviétique, commencé en juin de cette année-là, précipita la solution la plus radicale au soi-disant problème juif des nazis: la destruction des Juifs soviétiques par la fusillade des hommes, des femmes et des enfants. Mais au début, les Juifs d'Europe occidentale et du Reich allemand restaient relativement épargnés par ce massacre. L'idée de transporter les Juifs en Afrique fut rapidement abandonnée et, au début de 1941, Hitler avait ordonné à Reinhard Heydrich de préparer un plan pour déporter les Juifs quelque part sous contrôle allemand. La guerre avec l'Union soviétique était censée ne durer que quelques semaines et être terminée avant l'arrivée de l'hiver russe, donc il était raisonnable, pensaient Heydrich et Hitler, de prévoir que les Juifs soient poussés plus à l'est cet automne-là. Alors que tous les principaux nazis concentraient leur attention sur la guerre contre l'Union soviétique, la décision de tuer les femmes et les enfants à l'est était considérée comme le moyen pratique de résoudre un problème immédiat et spécifique. Néanmoins, cette solution particulière créerait à son tour d'autres problèmes, et par conséquent, de nouvelles méthodes de mise à mort seraient conçues, permettant de tuer les Juifs et d'autres à une échelle encore plus grande. L'un des problèmes était que les officiers SS se sentaient souvent mal à l'aise de fusiller les femmes et les enfants à bout portant. En raison de leurs protestations et de CE qu'il avait personnellement vus, Himmler ordonna la recherche d'une méthode de mise à mort causant moins de problèmes psychologiques à ces hommes. Incroyablement, l'une des premières méthodes que les nazis essayèrent pour améliorer le processus de mise à mort en Union soviétique fut de faire exploser ces victimes. Plusieurs malades mentaux furent mis dans un bunker avec des paquets d'explosifs. Ils apprirent rapidement de cette expérience macabre que tuer par explosion n'était clairement pas la voie qu'ils recherchaient. Le programme d'euthanasie des adultes avait utilisé avec succès le monoxyde de carbone en bouteille comme méthode de mise à mort. Mais il était impraticable de transporter de grandes quantités de CS bouteilles sur des milliers de kilomètres. La réponse vint pendant l'été 1941, lorsque Rudolf Höss apprit qu'il existait un gaz utilisé pour tuer les insectes dans les environs d'Auschwitz, appelé Zyklon B. Höss se dit que si le Zyklon B pouvait être utilisé pour tuer les poux, pourquoi ne pourrait-il pas être utilisé pour tuer les parasites humains? Et parce que le bloc 11 était déjà le lieu d'exécution au sein du camp, et que son sous-sol pouvait être scellé, c'était l'endroit le plus naturel pour mener une expérience. De plus, avec la nouvelle usine de production d'IG Farben construite à 5 km d'Auschwitz, il pouvait obtenir tout le gaz qu'il voulait presque instantanément. Ainsi, il se mit à exécuter les ordres de Hitler. Des horreurs incompréhensibles, les chambres à gaz. Les chambres à gaz étaient déjà utilisées avant que le Zyklon B ne soit employé dans la solution finale. Initialement, des injections chimiques étaient utilisées pour assassiner les handicapés, mais ensuite le monoxyde de carbone en bouteille devint la méthode préférée. Des chambres à gaz, conçues pour ressembler à des salles de douche, furent construites dans des centres de mise à mort spéciaux. Ceux-ci étaient principalement situés dans d'anciens hôpitaux psychiatriques. Entre octobre 1939 et mai 1940, environ 10 000 patients mentaux furent tués en Prusse occidentale et dans le Warthegau, beaucoup par l'utilisation d'une nouvelle technique consistant en une chambre à gaz sur roue. Les victimes étaient poussées dans un compartiment hermétiquement scellé à l'arrière d'une camionnette transformée et ensuite asphyxiées par du monoxyde de carbone en bouteille. De manière significative, après avoir tué des familles entières, les nazis donnaient leur maison aux Allemands ethniques arrivants dans le but de repeupler la région avec la race supérieure. Au début de 1941, la campagne d'euthanasie des adultes fut étendue aux camps de concentration dans le cadre d'un plan connu sous le nom d'Action 14F13 et le programme atteignit Auschwitz le 28 juillet. Pendant l'appel du soir, il fut annoncé que toutes les personnes malades pouvaient partir pour être soignées dans un hôpital. Certains détenus étaient heureux à l'idée de recevoir enfin des soins médicaux, mais d'autres savaient que c'était un mensonge. Environ 500 détenus malades, la plupart volontaires mais d'autres sélectionnés par la SS, furent conduits hors du camp jusqu'à un train en attente.
Tous moururent dans une chambre à gaz dans un hôpital psychiatrique transformé à Sonnenstein, près de Danzig. Les premiers prisonniers d'Auschwitz à être gazés ne furent donc pas tués dans le camp, mais transportés en Allemagne. Et ils ne furent pas assassinés parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Bientôt, cette méthode de transport des prisonniers sur de longues distances pour être assassinés fut jugée inefficace par les officiers SS à Auschwitz. Ils commencèrent à construire des pièces hermétiquement scellées qui ressemblaient à des douches dans le camp. L'utilisation du Zyklon B facilita le processus de mise à mort. Les tueurs n'auraient plus à regarder dans les yeux de leurs victimes en les assassinant. Rudolf Höss fut très satisfait de cette méthode de mise à mort, car il croyait qu'elle était bien meilleure pour le moral de son équipe SS. La première chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau fut opérationnelle en mars 1942. Aux alentours du 20 mars, un transport de juifs polonais, envoyé par la Gestapo de Silésie, fut emmené directement de la gare de fret d'Auschwitz à la chambre à gaz de Birkenau, puis enterré dans une prairie voisine. La chambre à gaz était située dans CE que les prisonniers appelaient la Petite Maison Rouge, connue sous le nom de Bunker 1 par la SS. La Petite Maison Rouge était un cottage en briques transformé en installation de gazage. Les fenêtres avaient été murées et ces 4 pièces transformées en 2 pièces isolées. Sur les portes de chaque pièce, il y avait des panneaux indiquant « désinfection ». Un deuxième cottage en briques, connu sous le nom de Bunker 2 ou Petite Maison Blanche, fut transformé et opérationnel en juin 1942. Lorsque Himmler visita le camp les 17 et 18 juillet 1942, il assista à une démonstration de sélection de juifs hollandais qui furent assassinés dans une chambre à gaz du Bunker 2. Il fut très impressionné par cette méthode de mise à mort, ainsi que par le site de construction d'Auschwitz III, la nouvelle usine DJ Farben en construction à proximité. L'utilisation des bunkers 1 et 2 cessa au printemps 1943, lorsque les nouveaux crématoriums furent construits, avec une capacité plus grande, bien que le bunker 2 redevint opérationnel en mai 1944 pour le meurtre des Juifs hongrois. Le bunker 1 fut démoli en 1943 et le bunker 2 en novembre 1944. Le grand crématorium d'Auschwitz-Birkenau fut construit en octobre 1941, en plus de la planification d'un nouveau camp de prisonniers de guerre à Birkenau. Le crématorium était spécifiquement conçu avec un système de ventilation sophistiqué qui expulsait l'air ancien et introduisait de l'air frais. Cela signifie qu'il était conçu avec 2 objectifs. Non seulement incinérer les corps des défunts au camp, mais aussi fonctionner comme une chambre à gaz. En janvier 1945, juste au moment où l'armée rouge soviétique était sur le point d'atteindre le camp, les nazis utilisèrent de la dynamite pour faire exploser les crématoriums et les petites maisons, dans le but de cacher leurs crimes au reste du monde. Joseph Mengele, l'ange de la mort. L'une des choses les plus horrifiantes qui se sont produites à Auschwitz sont les expériences réalisées sur des êtres humains vivants. Et plus que tout autre individu, le docteur Joseph Mengele est devenu synonyme d'Auschwitz. La raison en est une combinaison de caractères et de circonstances. Le caractère parce que Mengele se délectait du pouvoir qu'il possédait à Auschwitz et des opportunités de recherche sans cœur que l'endroit offrait. Et les circonstances parce qu'il arriva au camp juste au moment où les crématoriums de Birkenau étaient achevés et qu'Auschwitz allait entrer dans sa période la plus destructrice. À Auschwitz, Mengele réalisa certaines des soi-disant expériences les plus tordues et répugnantes de l'histoire de la médecine. Il s'intéressait particulièrement aux enfants. Certains d'entre eux l'aimaient, car il apportait du chocolat, une délicatesse que peu pouvaient apprécier dans les camps de concentration. Certains survivants ont témoigné que les enfants du camp appelèrent généralement Mengele oncle. Mais bien sûr, Mengele se comportait ainsi pour une raison. Ces enfants n'étaient pour lui que la matière première de ses expériences. L'un des principaux domaines d'intérêt de Mengele était l'étude des jumeaux, car il s'était auparavant spécialisé dans le domaine de la biologie héréditaire. La rumeur au camp était qu'il essayait de comprendre les circonstances exactes dans lesquelles se produisent les naissances multiples, et voulait donc entreprendre des recherches qui pourraient éventuellement permettre aux femmes du Reich d'avoir plus d'enfants plus rapidement. Cela cependant n'a jamais été confirmé par Mengele lui-même. Les enfants jumeaux n'étaient guère plus que des cobayes pour Mengele. Chaque fois qu'il apprenait que des enfants jumeaux avaient été amenés au camp,
Il demandait que personne ne les touche sauf lui-même. Bien sûr, avec des conditions de vie aussi horribles qu'elles existaient dans le camp, beaucoup d'entre eux mouraient sans que la SS ait besoin d'intervenir. Dans ces cas où un jumeau mourait, le survivant était immédiatement conduit au laboratoire de Mengele où il le tuait d'une injection au cœur. Après cela, il pouvait effectuer les autopsies comparatives et noter les résultats. Dans ses écrits, il n'a jamais reconnu que la mort du second jumeau était de son fait, mais a plutôt prétendu qu'il avait eu la chance que les deux enfants meurent au même moment. Mengele était autorisé à faire ce qu'il voulait aux êtres humains du camp. Il n'y avait aucune restriction sur l'étendue ou la portée de ce qu'il appelait ses expériences médicales. Son pouvoir de torturer et de tuer dans la poursuite de sa propre curiosité sadique était sans fin. Il expérimentait non seulement sur les jumeaux, mais aussi sur les nains et les détenus atteints d'une forme de gangrène du visage connue sous le nom de Noma, qui était courante dans le camp Tzigane à Birkenau, en raison des conditions épouvantables dans lesquelles ils étaient détenus. La plupart de SA sujets d'expérience mouraient, soit pendant les expériences, soit finissaient horriblement défigurés ou blessés. Étonnamment, Mengele était très respecté avant Auschwitz et était en fait un héros de guerre. Il avait fait preuve de bravoure en combattant à l'Est, en sauvant 2 soldats d'un char en flammes, et avant cela, il avait mené une vie relativement banale dans la profession médicale après avoir étudié à l'université de Francfort. Ce sont les circonstances d'Auschwitz qui révélèrent le Mengele que le monde allait connaître. Personne ne pouvait prédire le monstre qu'il deviendrait. Lors des procès de Nuremberg, son nom revint souvent, et c'est à ce moment que son surnom d'ange de la mort devint connu du monde entier. Cependant, à ce moment-là, il avait disparu depuis longtemps. Lorsque la guerre se termina en 1945, de nombreux responsables et scientifiques nazis fuirent en Amérique, certains en Argentine, d'autres au Brésil. Joseph Mengele était désireux de continuer ses expériences génétiques dans le Nouveau Monde, et le sud du Brésil était l'endroit idéal pour cela, car il était isolé. Il n'y avait pas de traité d'extradition entre le Brésil et l'Allemagne, et il y avait déjà de nombreux Allemands établis dans la région depuis les années 1930. On ne sait pas grand-chose de ses jours au Brésil, si ce n'est qu'il mourut vers 1976. Les travailleurs d'Auschwitz, monstres indescriptibles ou simplement suivant les ordres. Contrairement à Mengele, Rudolf Höss resta en Pologne et fut capturé par les armées alliées. Le 7 avril 1946, Höss fut interrogé lors des procès de Nuremberg par le psychologue américain, le docteur Gustav Gilbert. Le docteur Gilbert lui demanda s'il n'avait jamais refusé un ordre qui lui avait été donné. Höss répondit que, en tant que fonctionnaire de la SS, et à cause de leur formation entière, l'idée de refuser un ordre ne venait simplement pas à l'esprit, quel que soit le type d'ordre. Il affirma qu'il était obligé d'obéir aux ordres, quoi qu'il arrive. Mais la vérité est que Höss était loin d'être un automate. Il ne se contentait pas de suivre les ordres, mais allait au-delà de ses tâches, surtout quand il s'agissait d'exterminer des prisonniers. Au cours des 6 derniers mois de 1941 et des 6 premiers mois de 1942, Höss fut à son plus innovant, ne se contentant pas de suivre les ordres, mais utilisant sa propre initiative pour aider à augmenter la capacité de mise à mort d'Auschwitz. C'est à ce moment qu'il découvrit ce que le Zyklon B pouvait faire et commença à adapter la petite maison rouge et la petite maison blanche pour tuer plus de personnes plus rapidement. Selon l'historien Lawrence Rees, qui a interviewé un grand nombre de criminels de guerre nazis, ils n'étaient jamais désolés de ce qu'ils avaient fait. La voie facile pour eux aurait été de se cacher derrière l'excuse qu'ils agissaient sous les ordres ou qu'ils avaient été endoctrinés par la propagande, mais il découvrit que la plupart d'entre eux agissaient exclusivement sous leurs propres convictions internes et ne ressentaient pas le besoin de se justifier. À l'époque, ils croyaient personnellement qu'il était juste de tuer des Juifs. Les preuves restantes montrent que ces CA étaient courants. À Auschwitz, par exemple, il n'y a pas un seul CA dans les dossiers d'un homme SS poursuivi pour avoir refusé de participer au meurtre, alors qu'il y a beaucoup de documents montrant que le véritable problème de discipline dans le camp du point de vue de la direction SS était le volume. Les membres ordinaires de la SS semblent donc avoir été d'accord avec la direction nazie qu'il était juste de tuer les Juifs, mais n'étaient pas d'accord avec la politique d'Himmler de ne pas leur permettre de profiter individuellement du crime.
L'un des voleurs les plus notoires d'Auschwitz était Gerhard Palitsch, qui fut finalement discipliné pour ce crime. Cependant, sa punition ne fut pas si sévère, principalement parce que Heuss le respectait, car il était l'un des tueurs les plus vicieux d'Auschwitz. Palitsch affirmait à plusieurs reprises aux autres membres de la SS qu'il était responsable de la fusillade de quelques 25 000 personnes à l'arrière de la tête. Il disait aux jeunes filles de courir autour d'une cour fermée et leur tirait dessus, les tuant comme des lapins. D'autres fois, il arrachait un enfant des bras de sa mère et fracassait sa petite tête contre un mur ou une pierre. Un prisonnier témoigna lors des procès de Nuremberg avoir personnellement vu Palitsch assassiner une famille de 5 personnes. Selon le témoignage, la mère tenait son plus jeune fils, qui était un bébé, serré contre sa poitrine. Palitsch tira d'abord sur le bébé à la tête, puis Palitsch tira sur l'enfant qui se tenait entre ses parents. L'homme et la femme restaient immobiles comme des statues. Ensuite, Palitsch saisit l'aîné, le jeta au sol et en se tenant sur son dos, lui tira dans la nuque. Après cela, il tira d'abord sur la femme, puis sur l'homme. Environ 6335 personnes travaillèrent pour la SS à Auschwitz pendant toute l'existence du camp. 6161 d'entre eux étaient des hommes, mais il y avait plusieurs infirmières et employés de bureaux travaillant au camp à différents moments. À son apogée, en janvier 1945, 4480 hommes SS et 71 femmes SS travaillaient à Auschwitz. Ce nombre élevé est probablement attribuable à la logistique de l'évacuation du camp. Tous ceux qui travaillaient au camp n'étaient pas des criminels de guerre, mais il est clair que tout le monde savait exactement ce qui se passait dans les baraquements, dans les cours et dans les chambres à gaz. Seule une poignée d'entre eux furent capturés, y compris Rudolf Heuss, qui fut pendu en 1947 dans les locaux du même camp qu'il dirigeait autrefois. La douleur et la tristesse de la libération d'Auschwitz. Le 20 janvier 1945, des ordres furent donnés d'exterminer la population restante à Auschwitz alors que l'armée rouge approchait. Au cours des 7 jours suivants, des unités spéciales SS assassinèrent environ 700 prisonniers à Birkenau et dans les camps annexes voisins. Près de 8000 autres prisonniers échappèrent à la mort parce que l'armée rouge avançait trop rapidement sur Auschwitz et les membres de la SS étaient plus préoccupés par leur propre survie que par l'exécution des ordres. Peu de temps après, les armes se turent et le 27 janvier, des soldats de l'armée rouge du premier front ukrainien arrivèrent au complexe. Ils trouvèrent environ 600 prisonniers vivants dans le camp de travail forcé à côté de l'usine Buna DIJ Farben, près de 6000 à Birkenau et un peu plus de 1000 dans le camp principal d'Auschwitz. Ceux qui restèrent dans les camps étaient ceux dans les pires conditions. Les 65 000 autres détenus d'Auschwitz que les Allemands considéraient comme aptes furent extraits des camps et les officiers SS les firent voyager vers l'ouest à pied. Ces prochaines semaines seraient rappelées par beaucoup de prisonniers forcés de participer à l'évacuation comme la pire expérience qu'ils aient vécue en captivité. C'était pire que les sélections constantes, pire que le régime de famine dans les camps, pire que les huttes infestées de maladies et glaciales dans lesquelles ils vivaient. Car les prisonniers d'Auschwitz entreprenaient un voyage qui deviendrait connu sous le nom de marche de la mort. Les prisonniers étaient chassés du camp, vêtus de minces vêtements de prisonniers qui offraient une protection totalement inadéquate contre la neige et le vent glacial d'un hiver polonais, et rassemblés sur la route pour commencer la marche. Beaucoup d'entre eux n'avaient même pas de chaussures. Les soldats russes qui atteignirent Auschwitz en janvier 1945 avaient vu plusieurs choses horribles pendant la bataille. Même alors, ils étaient encore choqués par le traitement des prisonniers par les nazis à Auschwitz. Les soldats soviétiques décrivirent ce qu'ils trouvèrent dans ces baraquements sales comme des squelettes vivants. Ils avaient même peur de les toucher, pensant qu'ils pourraient les tuer par erreur. Les témoins affirment que, malgré avoir lu dans divers dépliants sur le traitement des Juifs par les nazis, aucune quantité de lecture ne pourrait jamais les préparer à la vue de ces pauvres hommes, femmes et enfants. Dès leur arrivée, les forces libératrices, assistées par la Croix-Rouge polonaise, tentèrent d'aider les survivants en organisant des soins médicaux et de la nourriture. Les hôpitaux de l'armée rouge prirent en charge 4500 survivants. Il y eut également des efforts pour documenter le camp. Des photographies et des films furent réalisés. C'était une tâche difficile, car la plupart des survivants étaient trop faibles pour être déplacés et devaient être soignés sur place.
En juin 1945, il restait encore 300 survivants au camp, recevant des soins médicaux. Pendant ce temps, des dizaines de milliers de prisonniers marchaient vers Dachau et l'Oslo dans les pires conditions imaginables. Ce fut la plus grande et la plus tristement célèbre des marches de la mort. Le 12 janvier, l'armée soviétique commença son offensive finale en traversant la rivière Oder en Pologne occupée. Ils étaient si près d'Auschwitz que le feu d'artillerie pouvait être entendu depuis les camps. Le 17 janvier, des ordres furent donnés d'évacuer le camp de concentration d'Auschwitz et 16 sous-camps. Les 65 000 prisonniers évacués des camps d'Auschwitz furent forcés de marcher 63 km ou 29 miles vers l'ouest, jusqu'à un dépôt de train dans la région de l'Oslo. Des températures de moins 20 degrés Celsius ou moins 4 degrés Fahrenheit et plus basses furent enregistrées au moment de ces marches. Certains habitants de la Haute-Silésie tentèrent d'aider les prisonniers en marche. Pendant les marches, certains des prisonniers eux-mêmes parvinrent à se séparer du groupe et coururent vers la liberté. Mais beaucoup de ceux qui essayèrent furent abattus dans le dos. Au moins 3000 prisonniers moururent avant d'atteindre Gleiwitz. On estime qu'au total, entre 9000 et 15 000 prisonniers moururent lors des marches de la mort depuis les camps d'Auschwitz, et ceux qui survécurent furent ensuite mis dans des trains de fret et envoyés dans d'autres camps plus profondément en territoire allemand. Ils durent endurer quelques mois de plus de souffrance, jusqu'à ce que les derniers camps de la mort soient libérés en avril 1945. L'anniversaire de la date de la libération d'Auschwitz est reconnu par les Nations Unies et l'Union européenne comme la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Des commémorations ont lieu chaque année le 27 janvier depuis 2005, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la date. Comme l'a affirmé le célèbre écrivain et survivant d'Auschwitz Primo Levi, les véritables horreurs d'Auschwitz ne seront jamais pleinement connues. Cela est dû au fait que ceux qui les ont subies n'ont pas survécu. Les punitions que ceux qui ont vécu pour raconter leurs expériences à Auschwitz ont subies étaient légères en comparaison, car ils collaborèrent parfois avec la SS. Toute l'histoire d'Auschwitz a duré moins de 5 ans, mais pendant cette courte période, elle a vu la mort de plus d'1 million de personnes et la destruction des vies de millions d'autres. Raconter cette histoire est notre façon de nous souvenir des vies perdues, et elle est destinée à rendre hommage aux victimes innocentes d'un régime criminel. Leur sacrifice ne sera jamais oublié.